Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons dimensionner une poutre de section rectangulaire suivant la norme Eurocode. En effet, il s'agit d'une poutre d'un bâtiment exact d'habitation dans la ville de Yaoundé, particulièrement au Cameroun. Alors, le schéma mécanique de la poutre est le suivant. Un porté de 4 mètres en travée, un porté de 1 mètre en porte-à-faux. Et nous avons les données telles que les charges d'exploitation et les charges permanentes et la section de pour est de 20 par 30, c'est-à-dire la base est de 20 et la hauteur est de 30 cm. La casse de position X0, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'attaque. Alors, les matériaux, nous avons l'acier, le HEFE 400. Oui, c'est vrai, ça c'est une notation suivant la norme, l'ancienne norme BAEL. Mais on peut encore associer ceci à une classe d'utilité ou alors à une classe d'acier similaire à S400A ou OS400B ou encore OS400C. En fait, ce sont les trois classes d'utilité selon la norme Eurocode. Ok, ce sont les trois classes d'utilité selon la norme Eurocode. La classe d'utilité A, c'est la classe d'utilité moyenne. Le B, c'est la classe d'utilité. Et le C, c'est la classe très utile. Alors, le béton, c'est 25-30. 25, ça veut dire obtenir à partir des pouvettes cylindriques, 30 à partir des pouvettes cubiques. Et les autres données seront, pour être nécessaires, seront prises conformément à la norme Eurocode. Alors, le travail à faire est de dimensionner cette poutre à l'élu, vérifier sa tenue à l'LS et dimensionner la poutre à l'effort tranchant. Alors, lorsqu'on fait face généralement à ce genre de problème, il faut toujours faire un calcul de sollicitation, en particulier la partie RDM. Alors, nous allons directement entrer dans le bref de ce sujet avec la partie RDM, calcul des sollicitations. Alors, le calcul des sollicitations ici, vous avez bien remarqué, on a le dimensionnement cette poutre à l'élu et nous avons la vérification à l'LS. Ça voudrait dire que lors du calcul des sollicitations, nous allons déterminer le moment maximal à l'élu, le moment maximal à l'LS. Et en fin de compte, on a le dimensionnement de la poutre à l'effort tranchant. Et le dimensionnement de la poutre à l'effort tranchant se fait uniquement à l'élu et les seules vérifications sur les pourcentages d'armature, espacement et autres. Donc, il faudrait aussi calculer l'effort tranchant maximal à l'élu dans le calcul des sollicitations. Alors, pour ce faire, lors du calcul des sollicitations, nous allons évaluer tout cela directement. OK? Alors, nous allons d'abord passer par la combinaison des charges. OK? Alors, la combinaison des charges à l'élu, nous allons utiliser la combinaison fondamentale. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que lors des combinaisons des charges, généralement, lorsqu'on génère les cas de combinaison, beaucoup plus pour les cas de poutres continues, il y a plusieurs cas de combinaison, mais pour ce cas, les cas de poutres statiques, la plupart des temps, là, on utilise la combinaison fondamentale. Et la combinaison fondamentale, c'est tout simplement à l'élu. À l'élu, on a quoi en combinaison fondamentale? À l'élu, on va appeler cette charge QED, ok? C'est tout simplement égal à 1,35 P plus 1,5 Q. Ici, on a appelé la charge permanente P et la charge d'exploitation Q, ok? En appliquant ça et en calculant, ça va faire 1,35 fois 20 plus 1,35 fois 30 en temps pour moi, plus 1,5 fois 20, on va donner 70,5 kN par mètre. Ça, c'est à l'élu. Maintenant, à l'LS, qu'est-ce qu'on aura à l'LS? OK. À l'LS, on va utiliser une combinaison toujours fondamentale. C'est P plus Q. OK. Ici, va nous donner tout simplement 50 kN par mètre. Okay. Alors, une fois qu'on a fait ces deux combinaisons, on va passer par on va directement entrer dans le calcul des sollicitations. Et ce qu'on va faire, c'est que le calcul des sollicitations se fera à aucun état. Ça va se faire un peu comme un RDM. Et on va exprimer ce calcul de sollicitation en fonction de cette charge petit q ici. OK? Sachant que si on veut la valeur à l'LS, on remplace juste le petit q là par QC. Et si on veut la valeur à l'ELU, on remplace juste le petit q là par QED. Alors, nous allons directement entrer dans le but en commençant par le calcul des réactions, parce que pour déterminer les efforts internes, il faut d'abord déterminer tous les efforts externes. Alors, nous allons commencer avec le calcul des réactions. Calcul des réactions aux appuis. Alors ici, ça nous rappelle forcément notre partie RDM. Il est donc question pour nous de tout simplement appliquer le PFS pour déterminer les réactions aux appuis. Alors, le calcul des réactions est assez simple. En appliquant le FS, on va obtenir tout simplement les équations suivantes. En appliquant le PFS, on obtient tout simplement les équations suivantes. La réaction A plus la réaction B
d'être égal à l'effort qu'on va appeler Q fois la portée qui est CMF. Ok. Si on vient ici regarder, on a la réaction A plus la réaction B, c'est égal à Q. Q, c'est la somme de ces deux gens. En fonction de l'état qu'on va choisir par la suite, on va déterminer les valeurs à l'élu et à l'élève correspondantes pour ne pas faire deux calculs de réaction. Ok. Fois CMF, tout simplement. Et on va lancer le moment en A, ça fait 4RB est égal à 5Q fois 2,5, oui, bras de levier, point d'application. Voilà, ceci implique qu'on aura RA est égal à 5Q moins RB et R avec RB qui est égal à 5. On va essayer de calculer ça, ça va nous donner 3,125Q. Ok. Ainsi, si on remplace ça en haut, si on appelle ça étoile, on met ça dans 1, étoile dans 1, ceci implique que RA soit égal à 1,875Q. Ok. Donc, en résumé, RA égale à 1,875Q et RB est égal à 3,125Q. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder dans les calculs. Là, maintenant, si on demande les réactions à l'élu, on vient juste ici, on remplace Q par QUD et on trouve la valeur. Si on demande les réactions à l'LS, on vient juste, on remplace Q par QC et on trouve les valeurs. C'est tout simplement comme ça qu'on va procéder. Ok. Voilà, une fois qu'on a fait le calcul des réactions, il est important de déterminer maintenant les sollicitations. Ok. Et pour le calcul des sollicitations, on va procéder de la même façon. Ça veut dire qu'on va calculer à aucun état. Et lorsqu'on va exprimer les valeurs des moments infléchissants maximal et il faut trancher maximal en fonction de Q. Et pour une valeur, si on demande la valeur de l'effort tranchant maximal à l'élu, on remplace juste Q par QED. Donc, le principe est relativement simple. Donc, on va directement passer par le diagramme. On va directement déterminer le diagramme des efforts internes. Ok. Alors, pour déterminer le diagramme des efforts internes, il faut procéder par les coupures. On va faire la première coupure. La première coupure, notre variable x sera comprise entre 4 et 0. Ok. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura un système comme ceci. Un système comme ceci. Une charge uniformément répartie qu'on appelle Q. Ok. Une réaction là qui est de 1,875 Q. Ok. Un effort tranchant qui est l'inconnu. On va appeler T de x. Et un moment M de x. Alors ici, j'ai utilisé la convention française, si tu as encore appelé. Ici, la dérivée du moment infléchissant est égale à moins l'effort tranchant. Ça veut dire que lorsqu'on va appliquer notre PFS, on aura T de x sera égal tout simplement à quoi? T de x va nous donner Q de x moins 1,875 Q. Et comme M de x c'est la primitive de ça, donc M de x qu'on va primitiver, ça va nous donner moins Q de x carré sur 2. Ok, c'est la conversion ici qui génère le moins, plus 1,875 Q. Alors, notre fonction est définie sur l'intervalle 0,4. Ok, pour une courbe pareille, on peut là déterminer les valeurs des moments infléchissants et l'effort tranchant extrême. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer directement les valeurs du moment infléchissant extrême dans cette valeur, dans cet intervalle en temps pour moi. Cette valeur, c'est lorsque l'effort tranchant est égal à 0. Si l'effort tranchant T de x égale à 0, c'est implique que x soit égal à 1,875, on aura mx max, en fait, on aura le moment infléchissant maximal qui sera tout simplement égal à moins 1,875 au carré sur 2 plus 1,875 carré tout fois Q. Ok, ceci va nous donner 1,875 carré sur 2 Q. Ok, voici donc la valeur du moment infléchissant maximal dans cet intervalle. Ok, et on peut aussi également déterminer les autres valeurs extrêmes, c'est-à-dire en particulier pour x égale à 0, ça implique que t de 0 est égal à moins 1,875 Q et m de 0 est égal à 0. Ok, pour x égale à 4 par valeur inférieure. Ok, ça implique que t de 4 par valeur inférieure
on va remplacer dans cette équation. Ça va nous donner 2,125, oui, donc ça veut dire qu'on aura 4 moins 1,875. Ça va nous donner tout simplement 2,125 Q et M à 4 par valeur inférieure va nous donner moins 0,5 Q. Voilà. Donc maintenant, on va directement passer à la deuxième coupure. Ici, on a toutes les valeurs intéressantes. Hein. À la deuxième coupure, il serait même plus nécessaire de faire la coupure parce qu'on connaît déjà la loi de notre cube. Ça, ce qu'on fait la partie RDM qu'on a eu à traiter précédemment dans les autres vidéos. Ok. Dans la deuxième coupure, X est compris entre 5. X est compris entre 5 et 4. Ok. Et on peut facilement remarquer que pour X égale à 4, ici implique que T de 4. Bon, X égale à 4 par valeur supérieure. Bien évidemment, ici dans l'intervalle 4 et 5. Ok. La 4 par valeur supérieure, ceci est égal à la valeur précédente de l'effort tranchant, moins la réaction, donc c'est 2,125 Q, moins la réaction qu'on a trouvée, 3,125 Q, ce qui est égal à Q. Ok. Et maintenant, le moment infléchissant, lui, il est toujours continu à un point. Donc, M sera toujours M de 4, sera toujours égal à moins 0,5 Q. Et à X égale à 5, on aura T de 5 égale à 0 et M de 5 égale à 0. Et on obtient au final un diagramme similaire à celui-ci. Malheureusement, je vais le faire main levée. Diagramme comme ça. Ok. Voici notre diagramme final qu'on obtient. Le diagramme des efforts internes. Voilà. Moment infléchissant, je vais les diriger vers le bas. L'effort tranchant, je vais les diriger vers le haut. Et ici j'ai mon appui, donc j'aurai un truc comme ça. Ok. Voilà, mon diagramme, comment est-ce qu'il va procéder? On a dit AX égale à, on a dit que AX égale à 0. Il commence par le diagramme de l'effort tranchant. AX égale à 0. On a une valeur de moins 1,875. En traçant le diagramme, on obtient un truc comme ça. Ok. Et ça s'annule ici en 1,875. Là, j'ai 1,875 Q. Ok. Et ici, par valeur inférieure, ça nous donnait 2,125 Q. Et par valeur supérieure, ça nous donnait Q. Donc, on aura un truc comme ceci. Bon, je vais un peu arranger cette coupe. Je la coupe. Et par valeur supérieure, on a un truc un peu beaucoup plus petit. Là, voilà. Maintenant, quant au moment infléchissant, ok, rappelons que cette valeur ici, c'est ça qui va donner l'extrême du moment infléchissant. Ok, donc le diagramme du moment infléchissant, ça va procéder comme ceci. Voilà, et ça va s'annuler quelque part là, mais le point sur lequel le moment infléchissant s'annule ne nous intéresse pas dans le dimensionnement, et ça va refaire une coupe comme ceci. Voilà, ici c'est négatif, positif, négatif. Ici c'est positif et négatif là. Voilà, voici notre diagramme final. Voici notre diagramme final. Ok, voici notre diagramme final. Alors, les valeurs extrêmes du moment infléchissant, ici. Bon, je vais arranger un peu cette coupe. Permettez. C'est un truc comme ça. Ouba. Voilà. Valeur extrême, c'est-à-dire la valeur en ce point, c'est ici. J'ai une valeur de 1,875 au carré sur 2 multiplié par Q. Ici, j'ai une valeur de 0,5 Q. Ok. Voilà. Alors, dans le diagramme de notre moment infléchissant et de notre effort tranchant, on peut donc alors se diriger dans les différents états. Il est important de mettre la loi de la nature de la charge. Ça nous permet de ne pas rater le modèle de notre
Ça nous permet de ne pas rater la lue de notre courbe. OK, voilà. Donc, vous voyez la charge est uniformément répartie. Ça veut dire que le diagramme Mann-Fisher est parabolique et l'effort tranchant est linéaire. Voilà. Alors, après avoir tracé cette courbe, on peut donc déduire nos sollicitations. OK. À l'élu, les sollicitations à l'élu sont les suivantes. OK. Comme il est si bien dit au début de la vidéo, les sollicitations qui nous intéressent, ce sont les valeurs maximales. Donc, à l'élu, c'est la valeur maximale qui nous intéresse. Et pour le moment, c'est cette valeur. On va donc dire que MED est égal à quoi? 1,875 au carré sur 2 fois QED. Ceci est égal à 1,875 au carré sur 2 fois 70,5. C'est une valeur qu'on a calculée dès le départ. Okay. Et en calculant ça, ça va nous donner 123,93 kN point mètre. Okay. Et pour ce qui s'agit de l'effort tranchant, VED, ça va nous aider pour le calcul des cadres. Donc, c'est 2,125. Donc, lui, il est égal à 2,125 Q. Ça va nous donner quoi en la calculant? Bon, ED, parce qu'on est déjà à un état précis. Ici est égal à 2,125 fois 110,5. Ici est égal à 149,825. 25. Ça se met égal à 150 kN. Okay. Ça se met égal à 150 kN. Donc, on peut donc conclure que MED est égal à 123 kN point mètre et VED est égal à 149,81 kN. Ça, ce sont les valeurs à l'élu. Ça, ce sont les valeurs à l'élu. Ce sont les valeurs qui vont nous intéresser pour le dimensionnement. Maintenant, à l'LS, la seule valeur qui nous intéresse, c'est le moment infléchissant, MC, qui sera aussi également égal à 1,875 au carré sur 2 fois QC. Donc, ça nous fait 1,875 au carré divisé par 2 fois 50. Et en calculant, ça va nous donner 87,89 kN point mètre. Voilà. Enfin, on a fini avec le calcul des sollicitations. Ça, c'est principalement voir qu'on fait partie RDM. On va directement migrer vers la prochaine étape, calculer la section d'acier, la partie structure. Et c'est ici que la structure commence proprement dit. OK. Le 1, 2, calcul des aciers. Voilà. Ici, on va calculer la section. On va calculer la section des aciers. Oui, calcul de la section des aciers. Allez. Alors, lorsqu'on dimensionne une poutre de section rectangulaire, le dimensionnement se fait généralement à l'élu, tout simplement parce que la plupart des temps, à l'élu, on trouve les sections d'acier les plus importantes. Néanmoins, il y a certains cas de conditions où à l'élu, on peut avoir un dimensionnement aussi très dominant. Okay? Surtout lorsqu'on a les cas de fissuration très préjudiciables, le dimensionnement à l'élu peut être très dominant. Alors, mais dans cette vidéo, nous allons nous limiter dans le dimensionnement à l'élu. Okay? Alors, le calcul à l'élu, comme je vous ai dit, cette vidéo elle doit être un peu plus générale. Donc, on va d'abord parler du béton et de l'acier, ok, de les caractéristiques mécaniques en d'autres thèmes. Donc, les caractéristiques mécaniques des matériaux. Les caractéristiques mécaniques. Alors, on commence d'abord par le béton. Alors, le béton est un matériau composite obtenu par un mélange de sable, gravier, eau et éventuellement des adjuvants plus de l'air. Alors, ce qu'il faut savoir du béton, sa résistance, ce qui nous intéresse le plus sur le calcul des structures, c'est sa résistance à la compression. Et lors du dimensionnement, il y a plusieurs diagrammes de calcul du béton. Alors d'abord, si on reste à la résistance à la compression de calcul du béton, FCD, est généralement égal à alpha CC, FYK, FCK, autant pour moi, divisé par gamma C. Ok, voilà. Maintenant,
lors du calcul du béton, suivant la norme Eurocoat, ok, nous avons plusieurs diagrammes de calcul du béton. Et c'est principalement sur ça que je vais m'attarder parce que ces propriétés mécaniques telles que STD, on va encore mieux l'appliquer par la suite et il n'y a rien d'extra là. Alors, nous avons 4 diagrammes de calcul du béton. Le premier diagramme, c'est le diagramme de l'analyse structurale. Prouver un peu un truc du genre. Alors, le diagramme de l'analyse structurale, c'est le diagramme qui relie la contrainte et la déformation relative du béton, est un diagramme de calcul du béton, généralement utilisé dans le cas du dimensionnement des poteaux, en tenant compte des effets du second ordre. Donc, lorsqu'on dimensionne généralement les poteaux, analyse du second ordre, on utilise généralement ce diagramme qui est aussi un diagramme de calcul du béton. OK? Voilà. Il y a également le deuxième diagramme. Ici, on a les contraintes correspondantes. Il y a également le deuxième diagramme. Ça, c'est le premier diagramme de calcul. Il y a également le deuxième diagramme, qui est le diagramme. Deuxième diagramme, c'est le diagramme parabole rectangle. C'est un diagramme légèrement comme ça. Après, à pas horizontal là. OK. Voilà. OK. Il y a également un troisième diagramme. Ça, c'est le deuxième diagramme de calcul du béton. Comme il est dit, il y a 4 diagrammes. Ça, c'est le diagramme parabole rectangle. Ça, c'est le diagramme de l'analyse structurelle. En effet, ce diagramme d'analyse structurelle modélise mieux les propriétés réelles du béton. Déjà que le béton est un matériau non linéaire, c'est-à-dire dans son domaine élastique, c'est une courbe. On n'a pas une droite là comme celui de l'acier. Okay? Voilà. Lui, il décrit le mieux les propriétés réelles du matériau. Nous avons ici également le diagramme bilinéaire. Diagramme bilinéaire, c'est ça. Et en fin de compte, on a un dernier diagramme qui s'obtient à partir de l'un de ces autres diagrammes, qui est le diagramme simplifié. En deux côtés, un diagramme rectangle simplifié. Lui, il est comme ceci. Un petit peu. Voilà. Epsilon CU. Epsilon C. Bon. Epsilon C2. Epsilon CU2. Si c'est epsilon CU croix. Epsilon C croix en temps pour moi. Epsilon CU croix. Ici, c'est epsilon C. Disons que le diagramme rectangle simplifié découle du diagramme parabole rectangle. En fait, c'est encore presque la même chose, mais juste que pour simplifier les calculs, on a décidé d'essayer de simplifier ça par ce diagramme. Parce que pour déterminer le centre de gravité de ce diagramme rectangle simplifié, c'est un peu beaucoup moins facile. Okay? Alors, ici, avec ce diagramme qu'on va faire les calculs. Ça, c'est le quatrième diagramme. Alors, ce que je voulais attirer votre attention, c'est au fait que dans certaines normes, ou alors dans certaines annexes de normes, c'est-à-dire par exemple le British Standard, qui est une norme, qui est toujours la norme française, qui est toujours une norme, qui est toujours le code appliqué dans certains pays anglais de l'Europe, ok, certains pays section anglophone de l'Europe, ils doivent utiliser un diagramme de calcul différent de celui de la norme française. Nous, pour le calcul de la pour des sections rectangulaires, nous allons utiliser ce diagramme, le diagramme rectangle simplifié, celui-ci. C'est ça qu'on va utiliser. Ok. Dans d'autres normes, on peut utiliser ce diagramme. La norme Eurocode en général n'exige pas le diagramme à utiliser pour ce calcul. Donc, on peut utiliser soit l'un de ces trois diagrammes. Ok. Bon, on peut pas utiliser le diagramme de l'analyse structurelle pour le calcul des poutres. Ok. Le diagramme de l'analyse structurelle est généralement utilisé pour le calcul des poteaux. Ok. En d'autres termes, les poteaux sont sollicités avec les efforts du second ordre. Alors, il est très important de connaître ces quatre diagrammes de calcul du béton. Ok. Voilà. C'était ça la principale préoccupation ici. Donc, par la suite, on va parler également de l'acier. L'acier. On va parler également de l'acier. Voilà. Quant à l'acier, l'acier, c'est un matériau assez contrôlé lors de la fabrication. Quant à l'acier, il a deux diagrammes. Okay. Deux diagrammes de calcul. Diagramme à palier incliné. Et le diagramme à palier, ce diagramme à palier incliné. Okay.
qui est la déformation de la contrainte. Le deuxième diagramme, c'est le diagramme, bon, ça c'est le diagramme à palier horizontal. L'autre diagramme, c'est le diagramme à palier incliné. C'est comme ceci. Voilà. Diagramme qui lie la contrainte de la déformation. Alors, ces deux diagrammes sont bien et bien valides pour le calcul. OK? Mais juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le diagramme de l'analyse, avec le diagramme à palier incliné, l'acier travaille dans ses maximums, contrairement au diagramme à palier horizontal. Parce que si vous remarquez bien, lorsqu'on traverse la limite élastique, lorsqu'on traverse la limite élastique dans le diagramme à palier horizontal, peu importe la déformation qu'on aura, on aura une même contrainte. Or, contrairement dans le diagramme à palier incliné, lorsqu'on traverse la limite élastique, la contrainte augmente encore de façon linéaire avec la déformation. Et ceci pousse, pousse l'acier à travailler dans ces extrêmes. Alors, faire un dimensionnement avec un palier incliné pourrait être un profit par rapport à un dimensionnement à un palier horizontal. Mais le dimensionnement à palier horizontal est beaucoup moins facile que le dimensionnement à palier incliné parce qu'il faut encore évaluer la valeur de la contrainte dans la zone inclinée en fonction de la déformation obtenue. Voilà. Alors, nous allons rapidement passer dans le bref du sujet et entrer dans le dimensionnement. Alors, les étapes à suivre lors du dimensionnement, il y a plusieurs étapes à suivre. Okay. La première étape, c'est le calcul du moment réduit. Calcul du moment réduit. Alors, le moment réduit est obtenu tout simplement par simple équilibre de la section de béton. Et en appliquant le PFS, on obtient ce moment réduit par la formule MED divisé par BD carré, d'état FCD. Alors, comme nous avons une résistance inférieure à 50 mégapascal, ça veut dire que N est égal à 1. Et en appliquant notre formule, on aura tout simplement 123,93 qui est la valeur de notre moment divisé par B. On va convertir en millimètres. 200 fois D au carré, 270 V au carré fois un état qui est 1. FCD, c'est 25 divisé par 1,5. OK. On a fait une cour d'un bâtiment. OK. Donc, alpha CC égale à 1. Donc, ça fait 25 fois 25 divisé par 1,5. Donc, ça va aller au numérateur, fois 10 puissance 6 pour être en millimètre, pour être en newton pour un millimètre. OK. Fois 1,5. OK. Donc, maintenant, en calculant ceci, on obtient un moment réduit de 0,51. OK. Ça n'a pas d'unité. OK. On peut déjà remarquer que la valeur de ce moment réduit est très importante. Mu est égal à 0,51. Lui, il est très important et il est supérieur à mu BE qui est égal à 0,392. Entre parenthèses, FYK égale à 400 mégapascal. OK. Dans d'autres termes, lorsque FYK est égal à 400 mégapascal, le moment réduit limite mu BE, attends pour moi, est égal à 0,392. Ceci peut se démontrer très facilement, mais pour que la vidéo ne soit pas longue, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et lorsque FYK est égal à 500 mégapascal, mu BE est égal à 0,372. OK, voilà. Alors, ici, mu est supérieur à mu BE. OK, ici implique que on sera au pivot B avec les armatures comprimées. Avec les armatures comprimées. OK? Et si on est au pivot B avec les armatures comprimées, peu importe la classe d'utilité de l'acier, on va se retrouver au pivot B parce que on ne peut pas être au pivot A avec les aciers comprimés, bien évidemment. Donc, pour toute classe d'utilité, on sera au pivot B avec les armatures comprimées. Alors, comment est-ce que se passe la méthode de calcul avec les armatures comprimées? Premièrement, on va déterminer la section d'armature comprimée. Le calcul de la section d'armature comprimée. Alors, la formule est la suivante. AS' est égal à MED moins MED' divisé par sigma SC facteur de D moins D'. Bon, en effet, ce que vous devez remarquer lorsqu'il y a une nécessité d'armature comprimée, ok,
La pourre est simplifiée en deux cas. Ça veut dire que lorsqu'on a les armatures comprimées, si initialement on a notre pourre là, disons que voici l'actionnaire de notre pourre. Ok. Ici, on a le béton comprimé là. Bon, je fais ça non. Ici, on a le béton comprimé. Ici, on a la section d'acier tendu. Ici, on a la section d'armature comprimée. Ok. Lorsqu'on se trouve dans ce cas avec un moment MED, ok, on peut le subdiviser en deux cas. Dans le premier cas, c'est quoi? On a une section où le béton est complètement repris. On a une première section qu'on va appeler AS1, ok, plus un deuxième cas où il n'y a plus de béton, ben, on a la section AS' avec la section AS2. Ok. Bon, maintenant, dans ce premier cas, ok, on a un moment MED'. Ok. Et dans ce deuxième cas, on a un moment MED moins MED'. Ok. C'est donc la somme de ces derniers qui donne MED. Donc, si vous remarquez bien, là, la section d'armature AS' équilibre AS2. Et ici, c'est la section de béton qui équilibre AS1. En appliquant le PFS dans cette section, on démontre bien évidemment que AS' est égal à cette valeur, ok, oui, parce que cette distance entre ces deux bras de levier, c'est D moins D', c'est ça qu'on obtient ici, et le moment, c'est ce moment, le moment restant. Alors, sans toutefois tarder, je vous propose notre formation en calcul de structure à l'aide du logiciel Robot Structural Analysis. Alors, cette formation qui est de la modélisation ou dimensionnement des éléments de structure et beaucoup plus de cas pratiques. Alors, pendant la formation, nous allons beaucoup mieux apprendre vos petites connaissances en calcul de structure, beaucoup connaissances théoriques en calcul de structure et nous allons beaucoup mettre en évidence en pratique. Nous allons notamment dimensionner les poufs, nous allons également dimensionner les poteaux et vous allez produire des plans d'exécution tels que vous allez voir sur cette vidéo, plans d'exécution des poufs, les plans d'exécution des poteaux, les plans d'exécution des semelles et bien d'autres plans d'exécution des éléments des cas pratiques. Alors là, vous voyez le plan d'exécution d'un poteau, ok. Ici, vous allez voir le plan d'exécution d'une semelle. Et à côté, vous allez voir le plan d'exécution d'une pour continue. Et au long de la formation, nous allons dimensionner plein d'autres éléments qui sont notre troisième vague pour le logiciel robot structural analysis. En principe, nous avons deux modules de formation, le module robot structural analysis et le module CP4. Là, je vais vous présenter uniquement le module robot structural analysis. La formation dure sur 3 mois avec un projet comme en fin de formation à défendre devant les ingénieurs assez compétents et expérimentés, alors des ingénieurs. Alors, la formation de base est les frais d'inscription, c'est 10 000 et les frais de formation, c'est 50 000. Alors, si vous avez d'autres informations, vous pouvez joindre ce numéro ou alors cliquer dans le lien en description, dans les commentaires. Et j'ai un petit bonus pour vous, pour tous les étudiants de l'école des travaux et les 10 premiers à s'inscrire aura une réduction de 10 000, c'est-à-dire au lieu des frais d'inscription à 10 000 et des frais de formation à 50 000, tout ça va revenir à 50 000. Alors, n'hésitez pas à faire cette formation est idéale pour vous. Vous pouvez voir ce qu'il y aura au programme. Ok, merci bien. Alors maintenant, il est question de voir comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer MED. Alors, MED se détermine de plusieurs façons. Ok, ok. Il y a une méthode qui détermine MED tout simplement par la formule MED prime en temps pour moi est égal à mu BE, BD carré, FCD. Ok, ça c'est l'une des premières méthodes. Alors, mais c'est pas celle dont on va utiliser ici, et c'est vrai, c'est celle qui est la plus pratique, mais c'est pas celle dont on va utiliser ici. On va utiliser la seconde méthode qui détermine MED par la formule MED prime est égal à MED prime est égal à 0,8 BX prime, BXE prime fois FCD facteur de D moins 0,4 XU prime. Et maintenant, avec XU prime, qui est égal à alpha U prime fois D, ou alpha U prime est égal à alpha BE. Ok? Alpha BE, mu BE, sur mu toi la racine carrée. Okay. Maintenant, avec notre alpha BE, est égal à 1,25 facteur de 1 moins racine de 1 moins 2 mu BE. Ok. Et en calculant ceci, alpha BE sera donc égal à quoi? En calculant ceci, mu BE est égal à 0,392. Ok. En calculant ceci, on va faire. En calculant ceci, on va obtenir
0,669 sans unité bien sûr. Ceci implique que alpha mu prime est égal à 0,109 fois mu B, mu BU. Mu BE en temps pour moi, j'ai dit mu BE, vous m'excusez. Mu BE c'est égal à 0,392 divisé par 0,51, le toit à la racine. En calculant ça, ça va nous donner 0,586, ok. Et en fin de compte, on aura XU' qui est égal à alpha U' fois D, c'est égal à 0,586 fois 270, c'est égal à 158,37 mm. Voilà. Ainsi, on peut déterminer notre moment MED' qui sera égal à quoi? 0,8 fois 200 fois 37 fois 16,67, c'est tout simplement FCD, on a une instance de 25 mégapascal fois 270 moins 0,4 fois 158,37. Et après calcul, on obtient MED' est égal à 87,291 kN point mètre. Notez qu'en calculant ça, vous allez trouver un résultat en Newton point millimètre, mais le résultat final, je l'ai mis en kilonewton point mètre. Ok. Voilà. Et enfin, on va déterminer également la contrainte sigma SC qui est égale à quoi? La valeur minimale entre FCD et epsilon SCES. Ok, c'est égal à l'une de ces valeurs minimales. Alors, comment faire pour déterminer epsilon ES? C'est la déformation dans l'acier comprimé. Epsilon SC égale à quoi? Bon, pour l'avoir, on fait juste un petit schéma comme ça, où ici on a la déformation limite du béton, epsilon CU, ok, qui est limité à 3,5 pour 1000 lorsqu'on est en flexion simple, et en compression pure, il est limité à 2 pour 1000, ok. Ok, maintenant la déformation de l'acier en zone comprimée, c'est quelque part là, ça qu'on va appeler epsilon SC, ok. Toute cette distance, c'est la position de l'axe neutre, c'est XU', et ceci c'est D'. Ok. En appliquant un Thalès, on obtient tout simplement que epsilon SC sur epsilon CU, qui est pour le béton, est égal à quoi? Est égal à XU' moins D' divisé par XU', ceci implique que epsilon SC est égal à XU' moins D' divisé par XU', le tout multiplié par epsilon CU. Alors en application numérique, on obtient 158,37 moins 30 divisé par 158,37, ok, fois 3,5, ceci est égal à quoi? Ceci est égal à 3,5, et en calculant ceci, ça va nous donner, après calcul, 2,83 pour 1000, ok, voilà, 2,83 pour 1000. Maintenant, on remarque tout simplement que epsilon SC, bon, epsilon CU là, oui, epsilon CU. On remarque tout simplement que epsilon SC est comment? Est supérieur à epsilon SC limite qui est égal à FCD sur E qui est égal à 1,73 pour 1000. Donc, ceci implique que sigma SC est égal à quoi? FCD, tout simplement. Bon, FYD en temps pour moi, c'est FYD là, FYD. Voilà. Alors, si sigma D est égal à FYD, et on va lancer dans le calcul. On peut donc calculer notre section d'acier AS'. Ainsi, on a donc AS', on connaît toutes les valeurs. 123,93 moins 87,29, le tout fois 10 puissance 4, je convertis en centimètres, fois 400 moins 30, le tout fois 1,15. En calculant, on obtient 4,39 cm². Ça, c'est la section d'acier comprimé, tout simplement. Donc, AS' est égal à 4,39 cm². OK. Maintenant, par la suite, nous allons également déterminer la section d'acier tendue. Section d'acier tendue.
section d'AC étendue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, AS est égal à quoi? Sa formule, c'est tout simplement 0,8B XE' FCD divisé par FYD. Alors, ici, comme on l'a montré précédemment, sigma SC est égal à FYD, donc ça va faire tout simplement plus AS', ok, parce que sigma SC, qui est la contrainte de la relation comprimée, c'est égal à la contrainte FYD, ok. Alors, donc, en calculant ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement 0,8 fois 200 fois 158,37 fois 16,67 tout divisé par 400 fois 1,15 plus. Alors, ce résultat sera un millimètre, donc je vais faire fois 10 puissance moins 2 puissance centimètre plus 4,39. Alors, ceci va nous donner 16,53 cm². Voilà. Alors, notre section AS est égale à 16,53 cm². C'est bon. Maintenant, il est donc question de faire les vérifications. On va vérifier le pourcentage d'armature. On va vérifier le pourcentage d'armature. Le pourcentage d'armature se vérifie tout simplement par la formule suivante. AS min est égal au max entre 0,26 FCTM sur FYK. Alors, à noter ici que FCTM, c'est tout simplement pour dire que, en réalité, la valeur qu'on a ici, c'est l'effort tranchant en flexion. OK, l'effort de traction en flexion, attends pour moi, l'effort de traction en friction. Or, ceci, c'est l'effort de traction moyen. L'effort de traction en flexion est fonction de cet effort et il peut généralement, les deux sont généralement égales, les deux efforts sont généralement égaux. Donc, ce qu'il faut juste voir ici, c'est qu'il y a une relation qui lie ces deux valeurs. Mais la norme recommande de ne pas prendre FCT en flexion supérieure à cette valeur. OK. Donc, on va décider de maintenir FCTM tout simplement dans notre formule. Donc, FCTM fois BD, OK, et 0,0013 BD. Bon, en calculant ça, on obtient en application numérique, on va obtenir 0,89 cm² ici. Et ici, on aura 0,1 cm². Ça fait AS min égale à 0,89 cm². OK. Maintenant, AS max, en temps pour moi, est égal à 4% de AC, qui est égal à 0,04 fois 20 fois 30, ça me fait 24 cm². OK. On voit bien évidemment que AS est compris entre AS min et AS max. OK. La condition est vérifiée. Voilà. Maintenant, on peut aller dans la BAC, faire le choix de notre schéma de ferraillage. OK. OK. On va faire le choix de notre schéma de ferraillage. On va faire le choix de notre schéma de ferraillage. Alors, ici, on passe dans la BAC. Il y a plusieurs choix possibles. Notez que ici, il vient évidemment dire que le calcul d'une poutre est un calcul itératif. Okay. On peut faire un choix de schéma de ferraillage qui ne respecte pas la disposition constructive telle que le diamètre minimal, tel que l'espacement minimal et l'enrobage. Et puis, on est obligé de changer la disposition constructive. Donc, le calcul est bien itératif. Donc, ici, nous allons aller dans la barre. Nous allons prendre un choix. On va prendre un 6H1 20. OK. Ceci correspond à une surface AS de 18,85 OK, cm². Et ça, c'est en zone tendue. Maintenant, en zone comprimée, nous allons prendre 3H1 14, ce qui correspond à une section AS' de. Il faut calculer la valeur correspondante. Donc, la peine de calculer. OK. Voilà. Donc, maintenant, si on dessine le diagramme, notre section de ferraillage, qu'est-ce qu'on aura? On aura un truc comme ceci.
montrer comme ceci. Voilà. Il y a plusieurs dispositions qu'on peut adopter. OK. Donc, notre première disposition, on va choisir mettre deux barres là, ici en zone tendue, deux barres là, deux barres là. Ici, une, une, une. Bon, pour différencier, je vais faire ça en noir. Voilà. Ici, on va faire un crochet. OK. Voilà. Alors, voici notre ferraillage. Voici notre ferraillage. C'est notre ferraillage. Ici, c'est 6/1, 20. OK. Et celui-ci, c'est 3/1, 14. Alors, lorsqu'on fait un choix, pareil, ici, on a notre C nominal. OK. Lorsqu'on fait un choix pareil, OK, il n'est pas question de s'arrêter là, on doit se rassurer que ce choix passe. Raison pour laquelle il y a la vérification à l'LS, mais avant la vérification à l'LS, on doit d'abord calculer notre arrobage et en fin de compte vérifier notre espacement horizontal et vertical. Alors, l'arrobage C nominal est égal à quoi? Est égal à C min plus C plus delta CDF, OK, avec C min qui est égal au max entre C min B et C min du. Voilà, plus certaines valeurs, mais les valeurs, d'autres valeurs de delta, mais ces valeurs seront nulles ici, OK. Bon, et 10 mm en temps pour moi, OK. Donc, on va tout simplement rester avec ces valeurs généralement. Bon, maintenant, C min du est égal à 10 mm, voire à bas. On a une classe d'utilité, on a une classe d'exposition X0 avec S4, c'est un bâtiment, donc minimum 50 ans. Et C min B, lui, il est généralement égal soit au diamètre du plus gros, soit au diamètre de la plus grande section d'acier, soit au diamètre équivalent si on a les paquets. Alors, donc ici, on a deux choix possibles. Soit on considère nos deux barres liées comme des paquets, soit on ne considère pas comme des paquets. Mais dire que deux barres sont liées ne veut pas forcément dire que ça forme un paquet. Il y a des conditions pour que deux barres forment un paquet, notamment sur les conditions d'adhérence. OK? Alors, nous, on va se placer dans le cas où ces deux barres ne forment pas un paquet. OK? Donc, C min B sera tout simplement égal à quoi? C min B sera tout simplement égal au diamètre de la plus grande section d'acier, donc à 20 mm. Donc, ça va faire 20 mm. OK? 20 mm, attends pour moi. Donc, si C min B égale à 20 mm, ça veut dire que C min égale à C min B. Ça veut dire que C min égale à C min B et en deux côtés, émission nominale est égal à C min B qui est 20 mm plus delta CDF. Alors, les valeurs de delta CDF dépendent de la science qualité du contrôle en fait. Si le contrôle est très précis, ok, genre avec les appareils qui ont une précision très très fine, on peut prendre delta CDF égal à 0. Mais pour les chantiers qui n'ont pas un très bon contrôle, on prend ça égal à 10 mm. Donc, on va prendre égal à 10 mm, ça nous fait un arrobage de 30 mm, ok, voilà, soit 3 cm. Voilà. Donc, comme il est si bien dit, il y a deux choix possibles. Si on considère ces deux barres comme des paquets, ok, ici, l'arrobage serait le diamètre équivalent du paquet. Le diamètre équivalent du paquet, c'est tout simplement comme ces deux barres, ça serait racine de 2 fois 20 mm. Si on considère ça comme des barres juste attachées, liées entre elles, on va appliquer cette formule. Ok, donc trouver notre diamètre nominal égal à ça. Et on va calculer maintenant les espacements. L'espacement minimal. L'espacement minimal, oui. L'espacement minimal, c'est quoi? Ok. L'espacement minimal horizontal, EH min et ou EV min. En fait, c'est égal au max entre phi, ok, entre phi, ok, phi max Q DG plus 1 et 20 mm. Alors, DG, on va se dire que bon, la taille du plus gros granulat,
c'est 25 mm. Donc, en faisant ceci, ça sera tout simplement le max entre 20 mm, 25 mm plus 5 mm et 20 mm. Et c'est tout simplement égal à 30 mm. Alors, donc, E H min ou EV min est égal à 30 mm. Alors, donc, il est donc important de vérifier si la valeur de notre base, si en d'autres termes, ces espacements sont vérifiés. Donc, on va aller maintenant vérifier ça. Ces espacements sont vérifiés si seulement si la base. Donc, ça, c'est la vérification. Ces espacements sont vérifiés si seulement si la base, donc 20 cm, est supérieure ou égale à 2 fois l'arrobage. Donc, on a l'arrobage à gauche, l'arrobage à droite. Donc, 2, c'est nominal. OK. Maintenant, on a 2 fois l'espacement horizontal. Donc, ça fait 2 fois EH min en temps pour moi. OK. Et on a aussi également les diamètres des armatures longitudinaux. Ça vient 3 fois, plus 3 fois phi L. OK. On a aussi également le diamètre des armatures transversaux. Mais initialement, on va d'abord supposer qu'on ne connaît pas, que c'est nul. Ou alors on peut prendre les valeurs minimales. OK. Genre 6 mm ou 8 mm. Mais initialement, on ne va pas prendre ça en compte dans nos calculs. Bon, prenons même les valeurs minimales, ça ne dérange pas. Plus 3 fois. Plus 3 fois. Bon, on va d'abord négliger. C'est après le calcul de l'effort tranchant qu'on va encore vérifier ça. Sinon, s'il faut ajouter ça, on va calculer juste le nombre de brins. Bon, on va mieux en parler dans le calcul des armatures de l'effort tranchant en temps pour moi. Donc, ça va faire 2 fois croix, qui est l'arrobage, plus 2 fois croix également, où le croix représente l'espacement minimal, plus croix fois 2, où le 2 représente le diamètre des armatures longitudinaux. Alors, ceci nous donne quoi? 6 plus 6 plus 6, ça nous donne 18 cm. OK? Donc, on obtient bien évidemment que notre base B qui est égale à 20 cm est bien supérieure ou égale à 18 cm. OK, vérifie. Donc, l'espacement a été bien et bien vérifié. Voilà, nous arrivons en terme à la fin de notre vidéo. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. C'est vrai, je suis allé un peu beaucoup rapidement parce qu'il fallait un peu tout toucher. OK, alors si vous avez des questions quelque part ou une incompréhension, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce sera la bienvenue. Alors, merci bien à tous pour une prochaine vidéo où on va vérifier à l'LS. Merci.